Comme disait Stephen Hawking, l'intelligence, c'est de s'adapter au changement. Vous écoutez Think and Fight, le podcast. Je suis David Sabatier, avocat et associé du cabinet 1862 et fondateur du think tank Think and Fight qui réunit des experts reconnus en droit, en fiscalité, en économie, en ressources humaines, en financement et en analyse financière afin d'anticiper les conséquences de la crise du Covid-19 et de produire des recommandations concrètes et directes pour les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Philippe Cohen, qui est directeur juridique dans le monde merveilleux de la magie du cinéma et des studios de la Walt Disney Company. Cet épisode a été enregistré avec Marie-Anne Brook, qui est présidente d'Atorus Executive. Je m'appelle Philippe Cohen et j'ai la chance d'exercer la profession de juriste dans le monde merveilleux de la magie du cinéma et des studios et du rêve, qui est la Walt Disney Company. Et par ailleurs, j'ai aussi tenu des responsabilités en matière de représentation de la profession depuis une quinzaine d'années. Pour aujourd'hui, m'intéresser au comité de déontologie des juristes en entreprise, donc qui s'occupe à la fois pour l'AFGE et pour le cercle Montesquieu, de toutes les questions et les avis consultatifs sur les questions éthiques pour la profession. Et troisièmement, je m'occupe à mes heures perdues aussi de conseiller une ONG qui a été créée il y a 5 ans avec mes enfants et qu'aujourd'hui est présente sur 4 pays et qui s'occupe de lutter contre toutes les cyberviolences avec des formats positifs, originaux et utilisant le droit souple. Voilà ce que je fais en ce moment. Justement, aujourd'hui, on est sur une période donc Covid-19 avec beaucoup de changements. Qu'est-ce que tu peux constater sur les réseaux sociaux concernant le harcèlement ? Alors en fait, c'est intéressant parce que ce sont des harcèlements qui sont plus concentrés sur certaines thématiques. Alors c'est pas que le harcèlement. Aujourd'hui, on est sur 2 problèmes. Premier problème entre adultes, on va dire, et d'une manière générale, adultes et enfants, c'est une érosion du complotisme et des fake news, des infox, concernant les causes et les mauvais esprits qui seraient à l'origine du Covid-19 et en gros avec toujours cette obsession qui traverse les âges de à qui profite une pandémie. Donc là, on a des vrais soucis, on a aussi des soucis qu'on constate sur des propos qui partent très très vite en vrille parce que les gens d'abord sont accros et sont focalisés sur leur écran. Donc ça déclenche des comportements difficiles et il y a aussi une montée en flèche des commentaires anti-asiatiques, anti-chinois sur les réseaux sociaux, ce qui vous étonnera peu. Et il y a un regain aussi, c'est ce qu'on constate dans les signalements, de campagnes anti-gouvernementales, anti-Macron, qui fait penser à une forme de nouvelle vague gilet jaunisme sur les réseaux sociaux contre le gouvernement qui ne saurait pas gérer la crise, etc. Concernant les jeunes, auparavant, ils allaient donc à l'école, donc il y avait au moins 6 heures par jour à peu près où ils n'avaient pas le droit de sortir de leur écran. Et puis, ils passaient une demi-heure en général à aller, une demi-heure retour en transport. Ce sont des moments où on passe moins de temps sur l'écran. Donc en fait, mathématiquement, aujourd'hui, on rajoute environ 5h30, 6 heures de connexion en plus, donc avec une érosion finalement des possibilités d'être l'objet aussi. On voit beaucoup de porn revenge, plus que d'habitude. C'est aussi peut-être une conséquence du confinement. Et puis derrière, mais ça c'est plutôt pour les avocats spécialisés en divorce, je pense qu'il y aura aussi une érosion des divorces en France et ça fait partie aussi des sujets qu'on voit sur les réseaux sociaux en termes de harcèlement et d'accès à la messagerie de l'autre, par exemple. Donc voilà des sujets qui sont des sujets du moment, qui sont particuliers à cette crise et qu'il faut traiter en tant qu'association de lutte contre les cyberviolences. Et justement, en tant qu'association, toi, de ton côté, quelles sont les préconisations et quelles sont les solutions que tu proposerais à prendre justement pour lutter contre le cyberharcèlement ? Alors justement, ça, c'est une très bonne question. C'est-à-dire comment est-ce qu'on se prémunit aujourd'hui quand on est enfermé contre les excès des autres, puisqu'il faut rappeler que ce ne sont pas les réseaux sociaux qui harcèlent, qui agressent, ce sont des personnes sur les réseaux sociaux, donc ce sont des êtres humains. Ils nécessitent juste qu'on leur rappelle les règles de base. Et les règles de base, elles sont faciles à être rappelées si on s'auto-limite
fait, notre travail chez Respect Zone, c'est comment est-ce qu'on encourage à se civiliser avant même que de causer des méfaits. Parce que le but, c'est pas juste de traiter les victimes et les bobos et les blessures ou les personnes qui veulent se suicider parce qu'elles se sentent ostracisées, par exemple, mais c'est surtout de donner des bons réflexes et de pouvoir utiliser des outils qui permettent de mettre à distance les mauvais penchants, comme on dit dans la Bible d'ailleurs. Et donc le principe, c'est de mettre en avant des engagements, c'est-à-dire de chercher des lieux où les règles soient claires, où les règles du respect numérique aient un sens. Et quand on fait une conversation, parce qu'aujourd'hui finalement les violences, elles sont pas autant sur les réseaux sociaux publics qu'elles ne sont en fait sur les réseaux privés. Moi j'ai assisté il y a quelques jours à la mise en place d'un groupe d'amis où il y a 100 personnes qui ont été appelées sur un groupe WhatsApp pour dire tiens, on va fêter l'anniversaire de mon conjoint, c'est une surprise, il faut pas lui dire. Au bout de 6 heures, ce groupe qui s'appelait Champagne pour un tel est devenu une foire d'empoigne avec des posts anti-Macron, des posts complotistes, alors qu'en fait c'était juste pour ouvrir une bouteille de champagne le vendredi à midi. Pourtant, c'était avec des gens de très bonne composition. Ils avaient tous probablement une cinquantaine d'années et tous bac plus 8 de moyenne. Ça n'a pas empêché que, en l'absence de règles de société, lorsque les règles sont pas claires, les conséquences partent très vite en vrille. C'est un peu comme le point Godwin de la conversation. Et donc, notre travail en tant qu'ONG, c'est de trouver des outils. Alors, vous avez des labels, vous avez des jeux, vous avez une charte, vous avez des quiz, vous avez des manière de pouvoir identifier des règles. C'est un peu comme lorsqu'on fait une partie de jeux vidéo et qu'elle est interactive, vous avez deux choix. Vous avez un choix sans règles et un choix avec des règles de vie. C'est comme lorsqu'on rentre à l'école, on sait qu'il y a des règles de vie, elles sont pas toujours très claires. Nous, notre travail, pour résumer, c'est de clarifier les règles sociales des interactions pour éviter les débordements. Avec toujours à cœur, parce que le travail, c'est comment est-ce qu'on sécurise la liberté d'expression dans une conversation. Parce que à chaque exemple que j'ai cité, c'est le contraire de la liberté d'expression. C'est-à-dire que la liberté de l'expression, elle est complètement bafouée quand la violence est présente. Les réseaux sociaux sont assez révélateurs car il y a l'opinion publique qui s'exprime finalement en premier sur ces réseaux sociaux et donc en allant se promener sur les différents sites, on peut se rendre compte de l'humeur, enfin de l'émotion qui se promène au sein des populations. Qu'est-ce que vous sentez, vous ? Alors bon, je vois ça de ma petite fenêtre. Plusieurs choses par rapport à votre question sur si on veut être devin. Parce que vous nous demandez de se pencher sur une boule de cristal en termes de l'après-crise, l'après-pandémie. En quoi est-ce que ça va pouvoir éventuellement résulter en une crise politique ? Alors d'abord, crise, c'est pas forcément négatif comme vous savez qu'en chinois, crise, ça veut dire transformation, révolution. Et Yves Montand avait même titré "Vive la crise". Donc, alors évidemment, pour ceux qui font partie des victimes de cette pandémie, je crois que c'est un peu dur à entendre. Mais en termes politiques, il y a probablement plus de choses positives qui vont résulter de cette crise que choses négatives. Alors, je m'explique. D'abord, il y a l'aspect politique et l'aspect social, sociologique. Et j'aimerais aussi parler de l'influence de cette pandémie, à mon sens, sur l'avenir des radicalités religieuses. Je crois que c'est un sujet qui m'intéresse qu'on développe. Donc, premier chapitre, quelles conséquences est-ce qu'on peut anticiper sur la partie politique ? D'abord, on voit que les pays qui ont pris un parti d'avoir une politique claire, une politique forte en termes de solidarité, sont ceux qui ont probablement le mieux aujourd'hui géré ce qui est extrêmement difficile à gérer, c'est cette crise pour laquelle il n'y a pas encore de vaccin, mais pour laquelle le système de santé et le système économique et le système de l'aide sociale est un facteur clé de la différenciation étatique et politique. C'est-à-dire qui est venu aujourd'hui dans l'opposition dans chaque pays avec un projet, par exemple, qui était meilleur
que le projet qui était soutenu par le parti au pouvoir. Et je trouve ça super intéressant de voir qu'en général, la réponse, c'est qu'il n'y a pas eu de contre-proposition, et il y a eu une forme de cohésion nationale pour dire que dans les pays où la régulation et le système social est substantiel, finalement, ce sont les pays qui aujourd'hui ont gagné des points, non seulement en termes de gestion de la crise au niveau sanitaire, mais je pense aussi au niveau politique. Donc, je trouve ça très intéressant de voir que, en tant que juriste, je prends l'angle en tant que juriste, parce que je suis pas politologue ou sociologue, mais en tant que juriste, je trouve très intéressant que la régulation ait repris des couleurs en termes de popularité et de reconnaissance de l'importance d'une régulation. Et lorsque je parlais plus tôt dans une question précédente que vous m'avez posée sur comment est-ce qu'on régule et quels outils pour se faire moins de mal sur les réseaux sociaux et sur les groupes sociaux en matière numérique, en fait, la réponse est la même. C'est quelle est la meilleure norme interhumaine pour faire face à des situations de conflit. C'est ça, en fait, ce qu'on est en train de dire. Et je trouve que le terme du fait que cette crise nous aura peut-être aidé à repenser de manière beaucoup plus positive et beaucoup plus proactive, sans la diaboliser, l'intérêt d'une re-régulation, je trouve ça très intéressant en tant que juriste, en tant qu'adepte des normes qui fonctionnent. Justement, il y a un vrai sujet en ce moment qui se pose. On l'a vu depuis quelques mois, on parle de transformation des directions juridiques, modernisation des fonctions juridiques également. Justement, en tant que directeur juridique d'un grand groupe, quelle est la vision du juriste de demain pour toi? Alors, je trouve ça une très très bonne question. Puis après, je reviendrai sur l'autre sujet. Donc, alors, je reprends la question qui sera plus facile pour votre montage. Donc, vous me posez la question de savoir comment est-ce que cette crise va influer sur la qualité du juriste de demain, du directeur juridique, vis-à-vis de son équipe. Ce que nous apprend cette crise, c'est l'importance de la capacité à deux choses. Pour moi, c'est agilité et confiance. Agilité, c'est le principe de la gestion d'une crise. C'est comment est-ce qu'on s'adapte à l'imprévu, l'imprévisible. D'ailleurs, je trouve extraordinaire le fait qu'on ne nous a jamais demandé en tant que juriste autant d'aller voir qu'est-ce qu'on avait prévu dans les clauses de force majeure, de hardship, comme on dit, et de cas critiques et de résiliation, alors même que c'était les mêmes personnes qui auparavant, pendant des années, allaient nous expliquer que nos contrats étaient trop lourds et qu'il y avait des clauses inutiles, comme celle-ci. Et je pense aux clauses d'assurance, par exemple. Qui n'a pas eu une difficulté à dire « Oui, mais vous comprenez, l'assurance, c'est dans un cas très rare où votre contractant ne peut pas honorer ses engagements. Je sais, si on parle d'un grand groupe, c'est difficile à entendre. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, tout le monde est super content que les juristes aient tenu bon pendant des années sur des clauses essentielles qui incarnaient un peu le gras des contrats. Donc, vis-à-vis des juristes, je trouve ça un excellent moment pour aussi faire dans l'éducation et montrer à quel point nous avons travaillé avec une ligne sur cette prévisibilité, cette anticipation, sans excès de paranoïa. Donc, agilité et confiance. Alors, agilité, c'est savoir aussi travailler à distance. C'est un peu comme si on travaillait avec les yeux bandés, qui d'ailleurs, je vous rappelle, est une manière aussi dont on incarne parfois la justice, avec les yeux bandés. Et confiance, pourquoi? Parce que quand on dirige des équipes qui sont délocalisées par définition, qu'on soit juriste ou pas juriste, mais on va parler des juristes, en fait, ce qui reste, quand on fait du travail à distance pendant maintenant 1 mois et puis peut-être 2 mois, c'est comment est-ce qu'on travaille sur la confiance entre professionnels. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on travaille sur les soft skills de ceux qu'on n'a pas besoin de voir arriver à telle heure, partir à telle heure, chauffer un siège, ne pas chauffer un siège, passer un temps à la machine à café, passer un temps en réunion, passer un temps en formation. Aujourd'hui, on sait que on est plutôt sur une approche en tant que juriste, une approche de mission. C'est intéressant. C'est-à-dire en fait, ce qui veut dire qu'on est en train de voir se transformer devant nos yeux
notre profession, alors comme les associations ou les penseurs ou les coachs ou ceux qui réfléchissent comme nous tous ici, avaient essayé de pouvoir se projeter en disant mais qu'est-ce que sera le juriste de 2050, qu'est-ce que sera le juriste augmenté, comme dirait notre ami le professeur Rocky par exemple. Et bien aujourd'hui, on voit en fait qu'il s'augmente devant nous. C'est un peu Iron Man en live en fait. Et comment résoudre la question lors du télétravail et puis de se voir comme ça en visioconférence plutôt que de se voir en vrai? Moi, j'ai constaté un peu que d'abord, les gens n'avaient pas tout à fait le même comportement. C'est-à-dire que ça lève des barrières aussi, puisque les gens sont chez eux. Et souvent, on les voit en costume-cravate ou très habillés dans un environnement de bureau, toujours dans le même cadre. Et le fait de se voir chez soi, là, moi, je suis dans mon canapé, vous êtes, je sais pas, dans votre bureau, que de se voir chez soi avec son polo ou ça change déjà le rapport. Qui est plutôt positif parce que ça crée quelque chose de moins formel et ça peut être bénéfique parce que ça rapproche les gens. Mais l'autre question que je me pose, c'est comment fait-on? Qu'est-ce qui manque? Il y a beaucoup de conflits, par exemple, moi je suis médiateur au centre de médiation et d'arbitrage, beaucoup de conflits qui exigent qu'on passe à table, qu'on mange ensemble ou qu'on se retrouve autour d'une table ou qu'on partage quelque chose de quasi physique. Et donc, avec la visio, on ne peut pas faire ça. Alors, quand on est juriste, on doit traiter les règles, on doit analyser les contrats, et on doit résoudre les conflits aussi. Comment on résout les conflits? Est-ce que ça ne pose pas des difficultés particulières, le télétravail, dans la résolution des conflits, alors qu'aujourd'hui, on est dans une incertitude sur beaucoup de contrats, et que du coup, on a des conflits à devoir résoudre? Alors, ce que moi, j'ai appris au travers de cette terrible crise, c'est que la réponse à votre question est par la négative. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin, pour résoudre un conflit, de faire un déjeuner, de se mettre à une table. Et il y a aujourd'hui d'autres manières de pouvoir interagir. Et de pouvoir interagir, y compris dans ce qu'on appelle le body language, le langage du corps, le langage du non-dit, ce que les Anglais appellent read my lips, par exemple. En fait, lorsqu'on perd un sens, moi j'ai perdu un sens pendant 12 jours grâce à cette crise, c'est le sens du goût et de l'odorat, qui est un des symptômes, paraît-il, légers en tout cas, de ce virus. Eh bien, on en développe d'autres. Oui. Et c'est très intéressant. Alors, je vais pas me comparer à des personnes qui ont perdu un sens d'une manière continue, etc. Mais là, il s'agissait de 12 jours où il a fallu réinventer la nourriture, par exemple. Il a fallu réinventer le rapport à son environnement. Eh bien, ce qu'on a appris à faire collectivement dans cette respiration collective, qui a du bon aussi. Il y a effectivement des drames, mais il y a énormément de bon à ce que la planète se mette sur pause. Moi, j'ai découvert des arbres que j'avais jamais observés devant mon balcon. J'ai découvert le chant des oiseaux qui sont eux-mêmes très surpris qu'il n'y ait plus de voitures à côté. Je me suis aperçu avec mon environnement qu'on n'a plus besoin de se laver les cheveux autant parce que l'air il est beaucoup moins pollué que d'habitude à Paris, etc., etc. Et en fait, on apprend des choses. Et par rapport à la vie de juriste et la vie que vous décrivez en tant que médiateur, c'est-à-dire comment est-ce qu'on résout des conflits, on s'aperçoit qu'on va peut-être avoir moins d'a priori sur la manière de mettre en scène la relation à l'autre pour résoudre un sujet. Je voudrais juste finir sur un point. C'est un point sur lequel je trouve que les juristes n'ont pas été assez bons par conservatisme, parce qu'on avait comme ça des idées toutes faites sur certains sujets. Je pense à la mobilité internationale des juristes. Les juristes, et ça c'est un point sur lequel il faut vraiment qu'on travaille avec vous David, avec vous Marie, c'est diaboliser la capacité du juriste à être excellent même quand il voyage, même quand il change de juridiction, même quand il n'est pas natif d'une langue. Les juristes sont probablement la profession, notamment les juristes en entreprise sont probablement les plus internationaux de tous les juristes en France, je précise. Parce que si vous regardez qui fait de l'international, qui voyage, qui fait des missions, ce sont d'abord les juristes en entreprise. Et on s'aperçoit que les notaires ont beaucoup plus de mal, même s'ils ont fait des choses en Chine, ou avec la francophonie, ou avec les pays civils, et que les avocats, ils ont fait des choses, mais c'est encore compliqué. Or, grâce à cette crise, peut-être qu'on va apprendre le fait qu'on peut être bloqué en vacances pendant le mois de la crise,
et continuer d'être un aussi bon juriste, qu'on peut aussi peut-être conseiller dans d'autres juridictions et être un excellent juriste, et que ce côté de l'ancrage physique du juriste dans le pays où il aurait passé son barreau, où il aurait été éduqué, où il aurait appris à parler, n'est pas une vérité absolue et biblique. Et ça fait partie des choses sur lesquelles il faut qu'on se batte en tant que juriste au sens large. Juriste, avocat, huissier, etc. Et donc ça, c'est un point super important. Donc je voulais vous en parler. C'est que c'est une disposition d'esprit plus que... On assimile souvent le juriste d'entreprise à celui qui va apporter du contenu juridique ou de la règle de droit, alors qu'en réalité, à mon avis, d'ailleurs l'avocat aussi et le notaire aussi, mais le juriste d'entreprise beaucoup, c'est plutôt une disposition d'esprit, c'est-à-dire savoir poser les questions. On dit toujours, moi que j'étais jeune collaborateur dans le cabinet dans lequel j'ai fait mes classes, on me disait toujours, tu n'as pas besoin de tout savoir de toutes les façons, mais tu dois te poser les questions. Donc c'est plus une disposition d'esprit ou la capacité à voir les problèmes à l'envers ou à se poser les questions différemment. Et donc suivant le caractère dans un environnement international. C'est vrai que c'est cette question-là. Mais comme il nous reste peu de temps, je voulais juste ne pas oublier un ou deux concepts, parce que je sais que Marie pose des excellentes questions, je les oublie. Je crois que jamais la direction juridique a été perçue pour ce qu'elle doit être, c'est-à-dire aujourd'hui pour être le cœur, bon, évidemment avec tous ses collègues avocats. J'ai vu des choses superbes d'ailleurs en termes de partenariat avocat-juriste dans la gestion de cette crise. Je pense par exemple à LVMH qui aide, qui se fait aider par un cabinet d'avocats en pro bono sur un projet de sourcing et de production de masques en Chine. Bon, ça fait partie des très belles choses qui sont sorties. Mais au sein même des entreprises, les juristes, finalement, moi je l'ai vu, se sont vus en pleine lumière au centre de l'entreprise quand elle va pas bien. Et l'entreprise qui va pas bien, c'est à peu près garanti, pièces et main-d'œuvre, une fois tous les 4-5 ans. La dernière fois, c'était en 2008. Puis avant, il y avait autre chose. Et puis on se retrouve en 1929. Et puis parfois, il y a même des conflits armés, etc. Et les juristes ont un rôle structurant dans l'entreprise. Moi, je n'ai jamais eu autant de mouvement de confiance vers tous les membres de la direction juridique, pas juste le directeur juridique. Deuxième élément, super important, c'est que qu'est-ce qu'on est fier d'être en France quand il y a une pandémie qui a des conséquences sociales et économiques larges. Quand on fait la comparaison, ce que les Américains et les Anglais appellent le benchmark, des conditions de chômage partiel, des conditions sociales, des conditions... On s'aperçoit qu'il y a une souplesse qui surprend nos amis internationaux et qui a surtout une générosité sociale dans le système français qui va sûrement faire réfléchir beaucoup de pays dans le monde demain sur l'après-crise. Et le système français, ou l'exception française, ou le respect à la française, a énormément d'avenir. Et qui est-ce qui sont leurs meilleurs plaideurs avocats pour le dire ? C'est toute la communauté des juristes qui finalement est la cheville ouvrière qui va expliquer à quel point, quand on fait la comparaison, c'est un peu comme le classement de Shanghai pour les universités, on n'est pas du tout classé pareil que dans le classement de Shanghai. Tu vois. Si on faisait un classement de Paris ou un classement de Shanghai, des mesures humaines, sociales et de solidarité dans le monde qui sont applicables en cas de crise, il y a une fierté à être un juriste français qu'il faut souligner aujourd'hui. J'espère que vous avez eu autant d'intérêt à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'enregistrer. Et si celui-ci vous a plu, vous pouvez nous laisser des commentaires, bien sûr, un petit message, ça fait toujours plaisir. Vous m'envoyez un mail à sabatier, sabatier, @1862-6legal.com. À très vite!